Bonsoir à toutes et à tous. Donc, j'ouvre la séance du Conseil municipal de Bézieux du 16 décembre. Avant de faire l'appel, je souhaitais vous présenter Marine Emler, qui est notre nouvelle DGS, qui nous a rejoint en août cette année, et qui va peut-être se présenter. Ce sera beaucoup plus simple. En tout cas, voilà, bienvenue à Marine, qui est là depuis le mois d'août. Alors, je suis arrivée le 26 août. Pour ceux que je n'aurais pas encore croisés, mais je pense que j'en connais la plupart maintenant. Pour faire vite, moi je suis originaire de l'Essonne. J'ai été juriste marché, gestionnaire marché sur des communes de 20 000 habitants. Au département de l'Essonne aussi. Directrice adjointe des services techniques dans une commune de 20 000 habitants. Et après, je suis arrivée au mois de mars 2024 dans le Nord, au Musée des Beaux-Arts de Valenciennes, en responsable administrative et financière. Et depuis le 26 août de cette année, en tant que DGS à Bézieux. Voilà pour le petit parcours. Donc, je découvre encore le Nord et les spécificités du territoire. Mais je m'y plais bien pour la question qu'on me pose souvent. Donc voilà. Merci Marine. Bien, donc je vais procéder à l'appel. Antunes Polo. Présent. Bataille Catherine a donné pouvoir à Michel Paquier. Biscup Marie-Paul a donné pouvoir à Francis Delrue. Chantraine Christine a donné pouvoir à Laurence Dutilleul. Cussot Pascal. Présente. Delrue Francis. Présent. Després René. Présent. De Villers Luc. Présent. De Voyer Bruno. Présent. Dufour Isabelle. Présent. Dutilleul Laurence. Présent. Fievé Jean-Michel. Présent. Erangel Céline. Présent. Herman Bénédicte. Présent. Carpe Daniel. Présent. Leclerc Bénédicte. Présent. Leclerc Marie-André. Présent. Limousin Philippe, présent. Macré Jean-Pierre. Présent. Méchelard Christian. Présent. Millet Michel. Paquier Michel. Présent. Paquier Odile. Donc a donné pouvoir à Céline Erangel. Racel Philippe. Présent. Schumacher Coralie. Présent. Terry Mathieu. Présent. Van de Velde Olivier. Donc nous avons, merci, nous avons l'absence de Millet Michel. Pour l'instant. Très bien. Je propose de désigner, aujourd'hui ça va être un secrétaire, Michel Paquier. Merci. Bon, ben voilà. C'est gentil d'avoir pensé. Je t'en prie, c'est avec plaisir. Voilà, donc... bon, pas énormément de délibérations. Donc on va commencer par la délibération numéro 1, donc institution et vie politique, l'adoption du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 2 octobre 2025 que vous avez reçu en annexe 1. Y a-t-il des questions ou des remarques sur ce procès-verbal ? Point de remarques ou de questions, donc je vais procéder au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Le deuxième sujet concerne l'intercommunalité. Je vais prendre la parole. Donc c'est l'intercommunalité, donc c'est le rapport 2024 du CIDEN-SIAN que vous avez reçu en annexe 2. Donc je vous passe les vues. Considérant que le rapport d'activité du CIDEN-SIAN portant sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement doit être présenté devant le conseil municipal de chaque commune adhérente, il est proposé au conseil municipal d'approuver le rapport annuel 2024 portant sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement, ainsi que le rapport d'activité 2024 du CIDEN-SIAN que vous avez reçu en annexe 2. Est-ce que quelqu'un a des questions ou des remarques sur ce rapport d'activité et sur le prix et la qualité des services publics du CIDEN-SIAN? Pas de questions? Une remarque.
pense qu'il serait intéressant de projeter les dernières pages du rapport qui concerne les yeux, pour montrer qu'on a encore des points noirs dans la qualité du réseau et qu'il était prévu de les travailler, ces points noirs, quand on regarde la carte en rouge, et qui est déjà celle de l'année passée. On voit que la rue Louis des Fontaines est l'objet du plus grand nombre d'interventions. Si on a 2024, là, il y a eu 15 depuis 2015, et en 2025, il y en a encore plus. Je suppose que vous avez réagi au fait que le financement qui était prévu déjà l'année passée, bizarrement, cette année a été reculé après 2026, le financement des travaux de réparation. Donc, je trouve ça un peu dommage. Oui. Et Peut-être. donc, on a bien la vue. Alors, bon, là, pour vous répondre, en tout cas, tout le monde sait que nous avons déjà eu des renouvellements de réseaux qui ont été faits rue de Canfin et rue de la Mairie, donc qui ont quand même provoqué un bon nombre de dysfonctionnements et de problématiques, notamment chez les commerçants, mais pas que, également chez les résidents. La demande ou Noréade souhaitait intervenir aussi rue des Fontaines avec la circulation que nous lui connaissons et les problèmes que nous avons rue des Fontaines. Il nous est apparu raisonnable de différer cette décision parce que 3 interventions de ce type, surtout rue des Fontaines, la dernière surtout rue des Fontaines, nous est apparu comme particulièrement complexe. Oui, Polo. Un point, c'est qu'il y a une étude en cours actuellement qui va arriver en début d'année pour la mobilité dans les yeux et voir un peu quels sont les outils qu'on peut mettre en place pour réduire la vitesse sur les différentes voies. C'est quand même dommage de faire une voirie sans qu'il y ait cette étude et potentiellement retravailler dessus pour mettre des outils dus à l'étude qui va commencer. C'est tout à fait exact. Travailler deux fois, c'est autant faire une fois. Tout à fait exact. Après, il y a un autre problème, c'est qu'il y a une étude globale qui est faite parce que l'assainissement doit être refait sur la totalité de la rue Louis des Fontaines pour arriver de l'autre côté de la voie ferrée. Et donc, il y a une rencontre entre les organismes pour gérer Efficacité. Ça, c'était déjà lancé, ça devait être lancé il y a 2 ans. C'est pas une raison pour reculer. Bon. Non, mais par contre, Mais je reviens sur la partie sécurité des outils à mettre en place. Si. C'est important. Si, parce que c'est quand même important, parce que il y a eu la priorité à droite, il y aura sûrement d'autres éléments qui vont venir compléter cette priorité à droite pour réguler le flux et pour réguler la vitesse. Et faire une voirie et réintervenir derrière pour mettre ces outils qui permettent de réduire la vitesse, c'est autant aller jusqu'au bout de l'étude, qu'on ait les informations et après on travaille. C'est pas les effets à droite qui changent le réseau. C'était simplement. La priorité à droite, c'est qu'une partie de la réponse. L'étude globale ne se serait pas se catapulter avec de tels travaux. Donc, et nous faisons passer en priorité la sécurité dans tous les cas. Alors, on peut passer au vote s'il n'y a plus d'autres questions ou de remarques. Donc, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La 3e délibération concerne la culture, la modification du règlement de la bibliothèque municipale que vous avez reçu en annexe 3. Et je passe la parole à Céline. Merci. Donc, dans le cadre d'un travail qui a été effectué avec l'ensemble des bibliothécaires et grâce également au regard expert du comité livre et lecture de la MEL et de la médiathèque départementale avec qui nous avons des rencontres régulières, nous avons interrogé l'intérêt des amendes de retard appliquées jusque maintenant, donc appliquées jusqu'au 31 décembre inclus. Alors, en reprenant l'expérience des bénévoles, ça peut souvent créer des situations de tension parce que chacun voyant midi à sa porte et chaque situation étant différente,
les personnes ont souvent le sentiment qu'elles ne devraient pas être devables pour telle ou telle question, ou que l'autre n'est pas... Voilà. Et puis, surtout, ça peut éloigner les usagers de ce fait contrarié de la bibliothèque, ce qui n'est absolument pas le but. A contrario, parce que forcément ça pose des questions d'application du règlement, la MEL et le département nous apportent leur expérience et nous disent, chiffre à l'appui, que ça ne multiplie pas les abus. Donc ce sera à vérifier sur le long terme, aucune décision n'étant définitive, bien sûr. Quand on en a parlé entre nous, et notamment avec la commission, on a quand même souhaité conserver une conséquence au retard. Que je vais vous expliciter quand on va lire les différences. Mais il faut surtout entendre que c'est là une sécurité, c'est-à-dire que le règlement tel qu'il est écrit là, on a vraiment eu un petit peu peur d'écrire dans un règlement qu'il n'y avait pas de conséquences au retard et que les gens qui savent bien lire les règlements se disent en plus la bibliothèque de Bézieux étant assez généreuse en nombre de livres possiblement empruntés en une seule fois, on se constitue sa bibliothèque, on ne les rend jamais et puis voilà, de toute façon il n'y a rien de prévu. Donc on a fait en sorte de prévoir une conséquence. Cela dit, pour que ce soit extrêmement clair, c'est vraiment une sécurité à n'utiliser qu'en cas de récidive et de comportement compliqué. Et dans ce cas-là, ce sera la municipalité qui, au regard des retards constatés sur Nanook, enverrait un courrier pour dire les choses. Et comme ça, on enlève des mains des bibliothécaires cette partie un peu de contrainte et de punition qui leur était décidée jusqu'alors. Voilà. Donc les ajustements en question, à part quelques petites, des toutes petites choses, par exemple l'inscription qui peut maintenant se faire sur le site de la mairie, mais ça concerne surtout le point 5.3. L'usager est tenu de rapporter les documents de la bibliothèque au plus tard à la date prévue au moment du prêt. Au-delà de cette date, aucun autre emprunt n'est possible tant que l'ensemble des documents en retard n'est pas restitué. Ça, c'était déjà le cas. Nanook, le logiciel, ne permet pas d'emprunter un nouveau livre tant qu'on n'a pas restitué les documents en retard, évidemment. Il sera également appliqué une interdiction de réemprunter tout ouvrage pendant une durée égale à celle du retard, au-delà d'un mois de retard. Donc là, encore une fois, c'est à utiliser. Le logiciel ne sera pas bloqué et ce ne sera pas effectif à chaque fois. Ce sera vraiment pour avoir un moyen de pression si on voit qu'il y a des gens qui exagèrent. La bibliothèque réclame par ailleurs les documents non rendus par courrier. Voilà. Du coup, vu, considérant qu'il a été décidé en concertation avec les bibliothécaires d'annuler les amendes de retard instaurées précédemment et qu'il convient donc de modifier le règlement actuellement en vigueur en ce sens, il est proposé au conseil municipal d'adopter le nouveau règlement intérieur de la bibliothèque municipale 6 juin annexé et d'acter son entrée en vigueur au 1er janvier 2026. Des questions ou des remarques sur cette modification du règlement? Très bien, nous allons passer à vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. La délibération numéro 4 concerne le développement durable, le renouvellement de l'adhésion au dispositif métropolitain de valorisation des certificats d'économie d'énergie que vous avez reçu en annexe 4 et je vais passer la parole à Coralie. Donc, je vais faire un petit rappel du contexte, avec une sélection du texte qui est présenté. Conscient du défi financier que représente la transition énergétique et bas carbone du territoire, la MEL s'engage à soutenir les projets visant à améliorer durablement la performance énergétique du patrimoine communal. Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, la MEL anime et coordonne un dispositif mutualisé de valorisation des actions éligibles au certificat d'économie d'énergie, dont peuvent bénéficier des services de la MEL, les communes volontaires et autres structures éligibles du territoire. Donc la MEL propose ainsi aux adhérents de se regrouper afin de mettre en commun leurs économies d'énergie pour les valoriser sur le marché des CE au meilleur prix en s'appuyant sur une expertise et des outils mutualisés.
Donc ce service mutualisé est mis à disposition des communes volontaires via l'adoption d'une convention de prestation de services conclue avec l'AMEL définissant précisément les modalités de mise en œuvre pour la période 2026-2027. Donc en tant que tiers regroupeur des CE, l'AMEL pilote et coordonne ce dispositif en affectant un agent dédié, met à disposition des outils d'accompagnement, réalise à minima un dépôt par an auprès du pôle national des CE des demandes de certification complétées, réceptionne les CE sur son compte émis au bénéfice des membres du regroupement et vend les CE pour le compte des membres du regroupement, redistribue à chaque membre du regroupement la recette de la vente selon le nombre de CE obtenus par chacun. La commune membre du regroupement s'engage à confier à l'AMEL le soin de valoriser ses CE dans le cadre du regroupement, identifie un référent technique CE, s'assure de l'éligibilité et de la recevabilité de ses actions d'efficacité énergétique, crée et complète son dossier de demande de certification depuis l'outil numérique mis à disposition au plus tard dans les 3 mois à compter de la réception des travaux, et perçoit de la part de l'AMEL la recette de la vente de leurs CE et rembourse les frais de gestion à l'AMEL d'un montant maximum de 0,33 € par mégawattheure CUMAC généré. Il est donc proposé au conseil municipal d'adhérer au dispositif métropolitain de valorisation des certificats d'économie d'énergie pour la période 2026-2027, d'autoriser monsieur le maire à signer avec la métropole de Lille la convention de prestation de services mutualisés annexée, donc à l'annexe 4, et d'autoriser la commune à percevoir la recette de la vente de ces certificats et à rembourser les frais de gestion afférents dans le cadre du regroupement. Merci. Des questions ? Des remarques? Des questions? Non. Nous allons passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Les 2 délibérations suivantes, la 5 et la 6, concernent la délégation enfance-jeunesse. La première, donc, c'est la convention de partenariat avec Pop Éducation que vous avez reçue en annexe 5. Je passe la parole à Pascal. Je vous passe aussi les vues, comme ça semble être d'actualité. Considérant que l'association Pop Éducation a pour objet de favoriser et de promouvoir le lien social en organisant des événements sociaux, culturels, des séjours de vacances ainsi que des actions de formation, d'engagement volontaire et d'insertion dans une démarche éco-citoyenne qui vise la responsabilisation des individus et des groupes en faveur du développement durable. Considérant que l'association Pop Éducation propose d'organiser des sessions de formation BAFA sur la commune à des tarifs préférentiels. Considérant le souhait de la commune de renouveler ce dispositif à compter de la signature de la convention et jusqu'à la fin de l'approfondissement BAFA, soit le 2 novembre 2026, considérant la nécessité de conventionner avec l'association Pop Éducation afin de formaliser ce partenariat, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention de partenariat avec Pop Éducation 6 juin annexée et de prévoir en annexe 5 et de prévoir les crédits correspondants au budget. Merci Pascal. Des questions? Point de questions, point de remarque? Nous allons donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. La délibération numéro 6 que vous avez reçue en annexe 6 concerne la bourse au permis. Je passe la parole à Pascal. Considérant la nécessité de modifier certaines conditions d'attribution de la bourse au permis de conduire instaurée en mars dernier et notamment le versement de l'aide conditionnée par l'inscription effective à une auto-école en lieu et place de l'obtention du code initialement demandé, d'établir une convention entre le bénéficiaire de l'aide et la commune en lieu et place de la convention tripartite initialement prévue, il est proposé au conseil municipal de modifier les conditions d'attribution de la bourse au permis de conduire telles que reprises ci-dessus, d'approuver la convention entre le bénéficiaire et la commune ci-jointe annexée, en annexe 6, et d'autoriser monsieur le maire à signer les conventions établies entre les bénéficiaires et la commune, de dire que les crédits correspondants sont prévus au budget. Merci Pascal. Des questions? Une question, monsieur Devoyer. Juste une explication de vote. D'accord. On ne fera pas de vote J'imagine. en mars 2025. Ok.
Je vais peut-être en profiter, si monsieur le maire est d'accord, pour donner quelques informations concernant la bourse au permis. Écoutez, pour nous, c'est un franc succès, puisqu'en fait, nous avons 10 jeunes qui se sont en fait inscrits dans ce dispositif de bourse au permis sur les 10 dossiers qui avaient été ouverts, donc à hauteur de 300 € chacun. Les 9 en fait ont rempli en fait leur contrat, c'est-à-dire qu'en fait ils ont effectué les 35 heures comme cela a été demandé. Il y a une 10e qui termine en fait ces heures ici pendant les vacances de Noël. Donc c'est un franc succès parce qu'effectivement tout le monde a joué le jeu. Les jeunes en fait étaient donc bien inscrits au niveau du code et ils ont bien été présents lors des différentes manifestations et différents événements qu'on leur a proposés. Le modificatif qu'on propose aujourd'hui, c'est surtout lié au fait de l'obtention du code. Il s'est avéré que certains n'avaient pas forcément le code, certains l'ont raté, et effectivement, vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, il y a des complications pour repasser le code. Tout ce qui est permis de conduire, c'est très compliqué aujourd'hui. Il y a des sociétés qui sont vraiment en difficulté, donc les jeunes ont du mal à repasser le code. Donc de ce fait, pour ne pas les pénaliser, on a souhaité en fait modifier cette possibilité de non pas d'attendre qu'ils aient obtenu le code, d'autant plus que là, en plus, on change d'année, donc ça aurait pu être compliqué pour 2026. Donc voilà, donc cette inscription au code est suffisante et ça va leur permettre comme ça de pouvoir bénéficier de ces 300 € comme prévu. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, on va passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Donc, qui s'abstient? Une abstention. Donc 5 contre et une abstention. Entendu. Donc ensuite, on a une série de 7 à 12 délibérations concernant la fonction publique. Je vais passer la parole à Pascal pour toutes ces délibérations. La numéro 7, c'est la modification du règlement intérieur des services municipaux que vous avez reçu en annexe 7. Pascal. Considérant la nécessité de préciser les modalités d'usage du télétravail, l'adhésion de la commune aux conventions du Centre de gestion 59 pour les risques prévoyance et santé et l'ajout d'autorisations spéciales d'absence, c'est-à-dire les ASA, dans le cadre d'événements familiaux et de la vie courante, considérant que le règlement intérieur renvoie à un certain nombre de dispositions réglementaires et législatives, les dispositions nouvellement applicables se substitueront de droit dans le règlement intérieur des services municipaux de la commune. Il est donc proposé au conseil municipal d'adopter le règlement intérieur des services municipaux, modifié tel qu'annexé, donc en annexe 7, et donc d'acter son entrée en vigueur à compter du 17 décembre 2025. Merci. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Une question de monsieur... Une remarque? On a en position de vote à changer par rapport à 2020. D'accord. Très bien. Rien d'autre? Donc, on va passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5 contre. Qui s'abstient? Une abstention. Parfait. La délibération numéro 8, modification du volume horaire d'un agent, et la 9, c'est à peu près la même chose, donc oui. On peut les... Enfin, on ne va pas les grouper au vote, mais on peut les expliquer globalement. Voilà. En fait, l'origine ou le but ou la finalité, c'est la même chose. Il y a juste, par contre, cette modification du volume horaire d'un agent. Il s'agit pour un agent de passer de 24 heures et 85 centièmes hebdomadaires à 26 heures et 85e hebdomadaires. Donc là, c'est pour en fait la délibération numéro 8. Et pour la délibération numéro 9, il s'agit en fait donc toujours pour un autre salarié de passer de 27 heures et 53 centièmes hebdomadaires à 29 heures et 53 centièmes hebdomadaires. Donc je vais vous lire, si vous êtes d'accord, la première partie, la première partie, surtout le 8, puisqu'en fait la cause en fait est le même, le motif est le même. Considérant la nécessité de modifier la durée hebdomadaire du travail d'un emploi d'adjoint technique permanent à temps non complet, s'élevant actuellement à 24 heures, donc et 85 centièmes hebdomadaires,
en raison de besoins supplémentaires liés à la prise en charge par la commune de l'entretien du relais petite enfance. Il est donc proposé au conseil municipal d'augmenter le volume horaire de l'adjoint technique à raison de 26 heures et 85 centièmes hebdomadaires à compter du 1er janvier 2026, d'autoriser monsieur le maire à signer l'arrêté de modification de volume horaire et de prévoir les crédits correspondants au budget. Je souhaitais juste préciser qu'en fait aujourd'hui l'activité bien sûr est faite par ces mêmes agents puisque le relais petite enfance est ouvert depuis le mois de mars 2025, mais que c'est payé en fait aujourd'hui en heures complémentaires. Et il nous est demandé à un moment donné de pouvoir régulariser. Et comme il s'agit d'une activité qui va être pérenne, l'idée c'est de pouvoir en fait ajouter de façon pérenne ces 2 heures en fait d'activité au volume horaire des agents. Y a-t-il des questions sur ces délibérations 8 et 9 qui sont de même nature, hein, mais pas de questions. Bien, on va passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. Une abstention. Pardon. Une abstention, donc. Une abstention. J'ai pas vu. D'accord. Oui. Donc les 8 et 9 sont vus. Hein. Alors, la 10, création d'un poste permanent d'adjoint d'animation, qui est de même oui. Nature pour la 11, oui. Création d'un poste permanent d'adjoint d'animation. Je passe la parole à Pascal pour ces 2 délibérations. Alors effectivement, comme monsieur le maire vient de le préciser, ce sont en fait des délibérations qui se ressemblent, hein, puisqu'en fait c'est lié à la création d'un poste permanent et à chaque fois pour les adjoints d'animation. Donc je vais vous proposer en fait de lire une partie de la délibération et si monsieur le maire est donc d'accord, je vais présenter quelques éléments d'argumentaire. Oui. Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au bon fonctionnement des services. Considérant la nécessité de créer un poste permanent à temps non complet à raison de 25 heures hebdomadaires dans le cadre d'emploi des adjoints d'animation catégorie C pour répondre aux besoins du service et renforcer celui-ci. Il est proposé au conseil municipal de créer un poste permanent à temps non complet dans le cadre d'emploi des adjoints d'animation catégorie C, de mettre à jour le tableau des effectifs et de prévoir les crédits correspondant au budget. Donc en fait, je rappelle, c'est donc en fait un poste non complet à raison de 25 heures. Alors cette délibération numéro 10 est la même que la délibération numéro 11, hein, donc toujours en fait les 25 heures. Je souhaite en fait effectivement apporter quelques informations complémentaires parce que je ne voudrais pas qu'on puisse imaginer que ce sont en fait des créations de postes qui sont juste supplémentaires alors qu'en fait ça correspond à un besoin et c'est aujourd'hui des CDD en fait qui sont occupés par 2 agents et qui travaillent aujourd'hui à 25 heures. Donc voilà, mais je reviendrai par la suite. Donc mon souhait est donc d'apporter des éléments complémentaires. Je vais faire un tout petit peu d'historique. En 2025, nous avons donc aujourd'hui 4 personnes, pour être complètement transparent, nous avons aujourd'hui 4 personnes au service Pôle Famille sur des postes pérennes. Ce qui nous a permis, en fait, voilà, 4 personnes à temps complet. Le dernier arrivé, qui a été intégré à temps complet dans l'équipe, date de mémoire, c'est ici de septembre, hein, donc je pense que le poste avait été proposé en juin 2025 hein, pour un démarrage ici au 1er septembre. C'est un jeune en fait qui nous avait rejoint au niveau du pôle famille et qui était alternant. Donc il suivait en fait sa formation dans le cadre d'un BPGEPS et donc il était alternant chez nous, ce qui nous a permis de pouvoir l'évaluer et de pouvoir en fait se prononcer sans trop de difficultés sur l'intérêt de l'accueillir de façon beaucoup plus pérenne dans le service. Pour rappel, en 2020, le service était composé de 2 personnes et demie, donc 2 personnes à temps complet et 1 personne à temps partiel, dont un était en CDD car il remplaçait une personne malheureusement absente pour longue maladie. Je rappelle cet épisode car cela a fragilisé le service. 2 agents d'ailleurs en CDD se sont succédés sur ce poste en raison d'un manque de visibilité sur l'avenir notamment. Je ne vais pas citer de nom parce que c'est pas du tout le but, mais si vous vous en souvenez, donc une personne qui est en arrêt, remplacée par une personne qui a été en CDD, qui souhaitait en fait tout simplement avoir aussi un poste pérenne
qu'on n'était pas en capacité de lui offrir, donc il est parti sur autre chose d'ailleurs, et nous avons eu une deuxième personne pour laquelle en fait nous avons eu le même souci. Depuis, le service, heureusement, s'est étoffé, la situation a pu s'éclaircir, et nous avons donc aujourd'hui 4 personnes à temps complet et reconnues de façon pérenne. Je rappelle aussi qu'en 5 ans, nous avons accueilli beaucoup plus d'enfants, assuré beaucoup plus de charges, comme le guichet unique, par exemple, l'inscription des enfants à Paul-Émile Victor, mais aussi les services liés à My Perischool et les prestations offertes à la population. Augmentation du nombre d'encadrants de cantine, multiplication des offres de séjour pendant les vacances. Ces 4 postes, donc sans aucun doute, sont justifiés. Mais il y a aussi les garderies, le remplacement des ATSEM quand cela s'avère nécessaire, les mercredis récréatifs. Tout cela est aussi géré par le pôle famille. Il est donc prépondérant de s'appuyer sur des personnes formées, expérimentées, de confiance et motivées, car la finalité, c'est bien sûr les enfants. Nous avons donc aujourd'hui des personnels qui sont en parallèle des 4 personnes aujourd'hui au pôle famille. Donc nous avons des personnes qui travaillent en CDD aujourd'hui et qui sont aux attendus, c'est-à-dire qu'ils travaillent chez nous depuis longtemps, certains à 25 heures, d'autres sur des petits contrats, d'autres sur des contrats, les 2 derniers c'était donc des contrats d'accroissement d'activité. Et je rappelle juste que pour ces personnes en fait qui sont actuellement chez nous, nous avons donc un certain nombre de personnels qui sont, je le rappelle, formés, expérimentés, de confiance et motivés. Car la finalité, il ne faut pas l'oublier, ce sont bien sûr les enfants. Nous avons donc aujourd'hui des personnels qui sont aussi aux attendus. Il serait donc dommageable que ces personnes partent dans d'autres communes parce que leur CDD arrive à expiration et partent dans d'autres communes parce que la ville de Bessieux n'a pas été en mesure de leur proposer un poste pérenne. Enfin, je tiens à préciser que tous les services municipaux sont importants. La finalité, en revanche, d'un service comme le pôle famille est d'accueillir les enfants de Bézieux dans les meilleures conditions possibles, tous les jours. Merci Pascal. Y a-t-il des observations ou des questions sur cette délibération, sur ces 2 délibérations, 10 et 11 ? Pas de questions, pas de remarques. Nous allons passer au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Une abstention. Sur les 2 délibérations, hein, vous êtes d'accord ? Je vous remercie. La délibération numéro 12, création d'un poste non permanent d'accroissement temporaire d'activité pour les espaces verts. Considérant qu'il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d'agent contractuel pour faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire d'activité en application de l'article L332-23-1 du Code précité, considérant qu'en raison d'un accroissement temporaire d'activité lié à la mise en place de la gestion différenciée sur la commune, il est nécessaire de renforcer les équipes des espaces verts. Considérant qu'au regard des besoins du service, il convient de prévoir la création d'un poste non permanent à temps complet dans le cadre d'emploi des techniciens catégorie B pour faire face à ce besoin. Il est donc proposé au conseil municipal de créer un poste non permanent à temps complet dans le cadre d'emploi des techniciens catégorie B afin de faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire d'activité tel qu'exposé ci-dessus. De fixer la rémunération par référence à l'indice du premier échelon du grade de technicien, de prévoir des crédits correspondants au budget. Merci Pascal. Y a-t-il des questions sur cette délibération numéro 12 ? Des remarques ? Oui. Une remarque ou une question ? Il ne me semble pas pertinent de parler d'accroissement temporaire d'activité sur les espaces verts en ce moment. On votera contre. D'accord, très bien. Donc, on peut passer au vote ? Alors, qui est pour ? Qui est contre ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 contre. Je vous remercie. L'urbanisme, donc la délibération numéro 13, l'intention d'adhésion et validation du principe de mise en œuvre de l'autorisation préalable de travaux de division, ADP. Je vais passer la parole à Polo.
C'est une petite présentation, ça sera plus simple. Tout le monde voit bien là? Non, pas encore. J'arrive là. Donc l'intention d'intégrer l'outil du permis de diviser de la MEL. Donc il y a plusieurs outils que la loi Allure. Donc il y a le permis de diviser, le permis de louer, j'en ai parlé en commission. Là on ne parle que du permis de diviser. Donc on demande à la MEL d'intégrer cet outil qu'il propose. Donc c'est géré par la MEL. Donc la mise en place du permis de diviser va permettre de disposer d'outils complémentaires à ceux existants permettant d'agir avant la mise sur le marché du bien. Alors le bien pour créer et diviser, pour créer des logements. De lutter contre les marchands du sommeil, d'assurer aux locataires une offre de logement décent, c'est la raison principale, de stopper l'hyper-densification, d'améliorer le patrimoine et l'attractivité du territoire, avec des biens de valeur, de bonne valeur, de valoriser les propriétaires bailleurs vertueux et rappeler les règles du PLU en amont. La demande d'autorisation intervient avant la réalisation des travaux de division du logement. Rôle préventif et pédagogique. Information des propriétaires sur la nature des travaux à réaliser pour assurer la mise sur le marché du bien décent. Rôle de blocage du chantier si les travaux réalisés ne sont pas conformes aux normes d'habitabilité, de sécurité, de salubrité publique. Alors, la décision qui en découle après un dépôt de dossier pour le permis de diviser, donc autorisation simple, le propriétaire peut réaliser les travaux en division de son bien. Autorisation sous condition de travaux. Dans ce cas, des prescriptions de travaux sont imposées au propriétaire. Une visite de contrôle sera réalisée pour vérifier que les prescriptions ont bien été suivies. Refus, donc les différents points qui peuvent amener à un refus. Une décision de rejet est prise si la décision porte atteinte à la sécurité ou à la santé des occupants. Ne respecte pas les règles de concernant en particulier les règles de stationnement. Créer des logements de surface inférieure à 14 mètres carrés et de volume habitable inférieur à 33 mètres cubes. Créer des logements sans équipement ou avec équipement insuffisant, absence d'installation d'alimentation en eau potable ou évacuation des eaux usées ou d'accès à la fourniture de courant. Créer des logements qui n'ont pas fait l'objet de diagnostic réglementaire, diagnostic amiante, constat des risques d'exposition au plan, gaz, électricité, tout ce type d'éléments doivent être fournis lors du dépôt du permis de diviser, qui prouve que le bien est conforme à une mise en location. Donc, comme je l'ai évoqué en commission, ce permis de diviser, c'est une première partie, ça va nous permettre déjà de gérer les biens qui vont être divisés à partir d'aujourd'hui ou demain, à partir du moment où la MEL va nous intégrer à leur processus. La deuxième étape, ça sera le permis de louer. Le permis de louer, ça nous permet d'avoir une vision globale des biens en location sur la commune. Ça nous permet d'avoir un rôle et des observations sur le parc locatif. Et ça va nous permettre aussi, pour les logements où il y a d'énormes travaux et les propriétaires n'ont pas forcément le budget pour réaliser ces travaux, peut-être les ramener vers l'APL ou l'ANA, qui propose des aides aux travaux de réhabilitation des logements. Et de ce fait-là, l'avantage pour la commune, c'est que ces logements rentrent au niveau de la loi SRU. Donc ça sera la deuxième étape. Déjà, on vise mieux gérer ce qui arrive. Permis de louer, dès qu'on aura absorbé, on mettra en place le permis de louer. Ça sera pour identifier et mieux gérer ce qui est en location actuellement. Est-ce qu'ils sont conformes au plus ou pas? Est-ce que les logements sont décents? Et s'il y a des travaux à réaliser, on pourra peut-être les accompagner, ou en tout cas leur proposer un accompagnement avec l'ANA ou l'APL. Et l'avantage pour nous, c'est que ça rentre dans la loi SRU. Merci Polo. Est-ce que quelqu'un a des questions ou une question sur l'autorisation préalable de travaux de division? ADP, oui. Juste une remarque, je pense que c'est vraiment quelque chose de bien, mais pourquoi dans la DNIP, c'est par exemple l'Italie, par exemple, 1975, combien de dates dans la Alors là, c'est une coquille technique. La date, par exemple, on parle du permis sur le permis divisé, il n'y a pas de date, par exemple, parce que c'est les logements qui vont être divisés demain.
À partir du moment où on Je intègre. pensais que c'était des logements d'avant une certaine. Par contre, dans le permis de louer, logement récent, on n'a pas besoin de ça. quand on va voter le permis de louer dans la délib, on décidera ensemble une date à partir duquel on prend en compte les bâtiments. Par exemple, à partir de 2020, c'est pas la peine. C'est trop jeune. On partira peut-être à partir de 2000 ou c'est la date à partir de quand on prend le bâtiment avant la construction. Parce que là, la phrase, c'est quand même de proposer que le dispositif s'applique à l'ensemble de la ville et concerne le parc de logements privés situé dans des immeubles construits avant. Ouais. Je pense qu'il faut mettre une date. Entre parenthèses, il faut l'enlever. Non, c'est pas grave. Puisque le permis divisé, c'est un nouveau bâtiment qui a été pris en compte. Mais c'est l'aménagement d'un ancien. Oui, bon, après on peut mettre, sinon on met 1974, comme ça on prend tous, ou on met 1960. On prend 1960. Mais non, ça veut dire qu'on ne prend pas les récents. Bah si, à partir de 1960. Avant. Ah, avant, bah, on prend à partir de 2000, on prend à partir de 2010. Ça veut dire avant 2025, sinon. On prend avant 2025. On va voir sur une date. Ouais. Oui. Construit avant ce jour. Construit en ce jour, ouais. C'est bon. Construit En ce jour, ou à partir de 2025. Ouais, effectivement. C'est tout? C'est bon? Ça va? Une autre question? Une remarque? Très bien, on va passer au vote. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, les délibérations 14 et 15, la 14 concerne la réception de la parcelle ZK74 en donation du CCAS. Donc là, je vais prendre la parole et je vais demander à Jean-Michel peut-être de préciser à un moment donné. Donc, je vous passe les vues. Donc, considérant que la parcelle ZK74, d'une superficie de 8644 mètres carrés, cette parcelle se situe, pour la situer, donc juste à côté de ce qu'on appelle le gaz, rue de Saint-Amand. Vous vous situez, c'est une parcelle qui est en longueur à côté du gaz, rue de Saint-Amand. Enfin, le fait d'air de gaz qui est entouré d'une clôture. Elle est d'une superficie de 8644 mètres carrés et appartient au CCAS. Elle est donnée à la commune, considérant qu'il y a lieu de signer avec l'exploitant du bail rural avec la commune, après la donation par le CCAS de la parcelle ZK74, considérant que l'exploitant actuel de la parcelle ZK74 devra la libérer selon un protocole de résiliation, comprenant le versement d'une indemnité d'éviction de 6 915 € par la commune, il est proposé au conseil municipal d'accepter la donation de la parcelle ZK74 d'une superficie de 8644 mètres carrés réalisée par le CCAS au profit de la commune. Cette donation est conditionnée à la signature préalable du protocole de résiliation de bail de l'exploitant de la dite parcelle, d'autoriser Monsieur le maire à signer le bail rural avec l'exploitant de la parcelle ZK74, d'autoriser Monsieur le maire à signer le protocole de résiliation du bail de l'exploitant et de réaliser le versement de l'indemnité d'éviction de 6 915 €, conformément au calendrier de libération prévu, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document, acte, baux, protocole, et à accomplir toute démarche nécessaire à l'exécution de la présente délibération. De dire que les crédits sont prévus au budget. Alors, cette délibération s'inscrit dans une démarche la mécanique, peut-être que Jean-Michel peut préciser certains éléments de la mécanique. Qui ont le but de l'agrandissement du cimetière du Petit Bézieux et de la réalisation d'un parking sécurisé. On avait vu qu'au niveau du PLU, il y avait une parcelle qui était en réserve pour cet effet. Donc on a contacté dans un premier temps l'agriculteur exploitant qui ne souhaitait pas recevoir d'indemnité concernant l'éviction, mais qui préférait avoir un échange de parcelles.
Donc on avait sur la commune un exploitant qui prenait sa retraite et qui cultivait un terrain qui appartenait au CCAS. Donc on a fait la démarche de donner le terrain du CCAS à la commune pour pouvoir rendre à l'exploitant la surface libérée qui est de l'ordre de 4 000 mètres carrés. Le sol sera en réserve au niveau de la commune pour d'autres projets qui pourraient entrer dans le même cadre que celui. Alors je précise que cette délibération a été présentée au CCAS, bien évidemment, qui s'est tenue il y a quelques jours, au conseil d'administration du CCAS. Est-ce que vous avez des questions, des remarques sur cette délibération? Je ne prends pas bien la manip. Ça c'est ardu. C'est compliqué, je reconnais. Parce que là, d'abord, pourquoi on avait besoin que le CCS donne le terrain à la commune, tout ça, ça pouvait se faire entre le CCS et puis l'exploitant. Ça c'est le comptable qui nous a dit que, un comptable de la commune qui nous a dit, ça doit rentrer dans le giron de la commune pour pouvoir faire les dédommagements auprès de l'agriculteur. Bon, on l'a présenté comme ça, après moi je suis pas. C'est transparent. Il y a une carte des finances pour savoir comment on nous perd dans ces situations. Alors, Parce que, vous voulez en venir à quoi alors? ah ben, essayez de comprendre, parce que je pense Oui. que vous-même, vous n'avez pas bien compris. L'engagement de l'exploitant actuel, L'enlèvement. Vous avez l'enlèvement. l'engagement L'engagement. de libérer le terrain, non, pas du CCS, l'autre côté, Du cimetière. du cimetière. Il est écrit Alors oui, je l'ai, enfin je l'ai pas là, mais je l'ai en possession. Donc il accepte il a signé de sa main l'abandon du terrain quand il fallait que pour ça il soit sûr d'avoir le lot en compensation. Mais j'ai le document, je peux vous montrer. Non, Qui libère qui abandonne son droit de bail sur la parcelle, en contrepartie, la commune lui fasse un bail sur la nouvelle parcelle. parce que le droit de bail, pour le moment, le bail sur la parcelle, il n'est pas avec la commune, Non. il est avec un propriétaire privé, qui m'a donné le nom. Hein. Donc, le propriétaire privé, il est d'accord aussi. Là. Le propriétaire privé a été contacté, on doit rentrer dans les démarches pour l'éviction de la propriété. Mais de toute façon, le terrain étant en réserve, il y a. Ouais. Mais il reste l'achat du terrain. Ouais, l'achat, l'accord et tout. Voilà. L'arrêt de bail, Non. Le bail, l'agriculteur a résilié son bail pour pas que le propriétaire non plus. Qu'il n'y ait plus d'éviction à faire vis-à-vis de son locataire. Parce que le propriétaire, si l'exploitant arrête son bail, le propriétaire actuellement, il peut refaire un bail. Non, mais c'est pour ça que tout est lié avant de. Oui, mais donc il faut avoir l'accord du propriétaire en disant je ne fais plus le bail. Il a été contacté, donc Oui, le propriétaire a été contacté. La démarche, il est OK. Et dans tous les cas, cette parcelle est en réserve. C'est pas nouveau, monsieur Desrues, ça date du plus précédent. On a d'ailleurs rien inventé en la matière. Vous l'aviez vous-même réservé. On va rencontrer le propriétaire pour tomber d'accord sur la vente du terrain. Là, donc là, c'est plus la vente du terrain. Et c'est compliqué parce que tout est lié. On ne peut pas brûler les étapes, sinon à chaque fois, il y a un risque de blocage. Mais vous avez besoin normalement pour que ça fonctionne, que tout soit au moins engagé et par écrit. Mais tout est. Aujourd'hui, si la décision est prise
au conseil municipal de reprendre la parcelle. Demain, je vais voir l'occupant de la parcelle pour lui faire signer sa renonciation au bail. Parce que si on ne signe pas de renonciation au bail, quand on fait la transaction entre le CCAS et la commune, il peut encore exercer son droit de préemption. Ou il peut encore dire qu'il garde la parcelle en parcelle de subsistance. Donc tout ça, ça a été réglé. Mais pour faire signer les papiers, il faut que j'ai des arguments. Je ne peux pas aller demander à une personne de signer une résiliation de bail si je n'ai pas l'accord du conseil municipal que la parcelle est. Enfin, le conseil municipal a bien validé la proposition qu'on lui a faite de reprendre le terrain. Donc tout est lié et c'est pour ça que aussi je garde tout chez moi pour qu'il n'y ait pas de papier qui se mette à droite à gauche. Parce qu'au départ, vous avez dit que si le terrain du CCS pouvait être utilisé comme ça, c'est qu'il y avait l'exploitant actuel, qui avait le bail, qui arrêtait, qui prenait sa retraite. Oui. Donc lui, il met fin à son bail naturellement. Non, il a demandé, il est venu nous trouver en nous demandant si on donnait l'autorisation, si on lui donnait l'autorisation de remettre son gros bail à un autre exploitant. D'accord. Et c'est à ce moment-là qu'on a dit que bah non, on va la récupérer et on va choisir notre locataire parce qu'on a besoin du terrain pour rendre pour un besoin de la commune. Sinon, comme on a fait vous avez fait par le passé, quand un locataire arrête son gros bail, il propose un successeur et on renouvelle le bail au successeur. Et entre eux, ils sont d'accord sur les indemnités funéraires derrière. Enfin, l'indemnité. Parce que là, normalement, la commune ne devrait pas payer l'indemnité. Il y a toujours une indemnité. Oui, mais celui qui prend le bail, lui, il va. C'était plutôt à lui à payer les indemnités reprises. Non, vu qu'on lui, il va être évincé, il va rien toucher. Au moment où il sera évincé de l'autre côté, d'accord. Ouais, mais ça, c'est un jeu. On va dire, par exemple, au propriétaire, on va vous racheter votre terrain. Le propriétaire va dire, il y a un locataire. Donc, vous arrangez que le locataire pour payer l'éviction, et vous nous rachetez le terrain. Et en fait, c'est là qu'est la subtilité, c'est qu'au lieu de payer, je vais prendre un exemple, 2 et 2 euros le mètre carré, on va payer 80 centimes, et de l'autre côté, on va payer 2,80 euros le mètre carré. C'est la... On sent que vous avez compris que c'est assez compliqué. Ouais, ben ça, tout le monde a... Et tout ça pour dire que comme nous, on n'était pas d'accord de toute façon. CCAS, on n'est pas d'accord sur l'objet de tout ça. On votera contre, bien sûr. Vous n'êtes pas d'accord sur quoi, monsieur? Vous pouvez préciser peut-être sur quoi vous n'êtes pas d'accord? C'est sur l'extension du cimetière ou... Oui, vous avez c'est la finalité en fait. L'extension du cimetière plus le parking là. La mise en sécurité reprendre des terrains pour ce projet-là qui, d'après nous, d'après mes calculs, sont inutiles. Vous avez fait les calculs. Vous savez combien on a disponible actuellement? Alors, oui. C'est donc, on a 20 ans devant nous là. Plus après les reprises et tout. Donc, bon, je pense qu'il y a effectivement un intérêt à ce que la commune reprenne soit propriétaire de terrain pour faire des échanges, mais pour des projets qui soient plus utiles que celui-là. Bien. Donc, bon, alors moi, ce que je peux quand même vous dire, monsieur Delru, c'est que nous avons trouvé le cimetière de Petit-Bézieux dans un état absolument déplorable. Les clôtures étaient en ruine, menacées, d'ailleurs tombées, il y en a qui sont tombés sur des sépultures. Il était dans un état lamentable. Et aujourd'hui, nous manquons de place dans ce cimetière. Alors, je suis parfaitement conscient, comme vous d'ailleurs, je pense, qu'aujourd'hui, il y a une évolution vers le funéraire qui va dans le sens de la crémation, mais pas que. On a des gens qui réclament des sépultures. On a besoin de place dans ce cimetière. Ensuite, donc nous avons fait le nécessaire, les clôtures ont été faites, le jardin du souvenir a été créé, il y a encore quelques travaux à faire, mais aujourd'hui on a un cimetière. D'ailleurs, j'étais très surpris le jour d'inauguration, vous étiez là vous-même, on a même des gens qui se promenaient dans le cimetière. C'est tout nouveau.
aujourd'hui devient accueillant. Bon, c'est une chose. Ensuite, on a une problématique de le parking. Ce cimetière est situé en bord de la rue de Lille. La rue de Lille, où on a l'autorisation de rouler à 70, ça roule vite parfois, trop vite, et c'est dangereux. Et il n'y a aucune place pour se garer sur ce parking. Donc il nous est apparu d'abord nécessaire de créer un parking, ensuite indispensable d'étendre le cimetière. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons fait une clôture démontable, puisqu'elle sera démontée sur une partie pour étendre le cimetière d'environ 2000 mètres carrés, sur la moitié de la parcelle environ. Après, vous avez avancé l'argument pendant le CCRS de dire il y a de la place au cimetière de Grand-Bézieux. Oui, c'est vrai, il y a de la place au cimetière de Grand-Bézieux, mais quand vous avez des personnes qui souhaitent être enterrées à Petit-Bézieux, il est difficile de répondre, ben non, vous irez à Grand-Bézieux. Alors évidemment, ça c'est notre vision, M. Delru, de la commune. La commune a une histoire, il y a 2 églises, il y a 2 cimetières. On est, nous, dans une démarche de les maintenir et de les faire évoluer. Alors après, si on voulait faire un peu de politique, mais j'aime pas en faire parce que c'est pas ma façon de parler les choses. Je me souviens que la précédente municipalité promettait 10 000 habitants à Bézieux en 2031, ou en 2030, pardon, excusez-moi. 10 000 habitants, il faudra bien les mettre quelque part. Donc voilà, je pense qu'on regarde l'avenir. Pour nous, l'avenir, c'est avec 2 cimetières, c'est avec 2 églises. L'église qui d'ailleurs avait à une époque fait l'objet d'une intention, l'église de Petit-Bézieux, d'une intention de commission, vous vous en souvenez? Vous vous souvenez de ça? Oui, oui. Utilisation autrement. Non, elle était c'était écrit en toutes lettres. On va pas, je ne souhaite pas polémiquer, je dis simplement qu'on a une vision qui n'est pas la vôtre sur les cimetières, sur les églises certainement également, et puis voilà, je vous ai donné l'explication sur le fait qu'aujourd'hui, il est indécent de dire aux personnes qui souhaitent se faire enterrer une sépulture à Petit-Bézieux, bah non, débrouillez-vous, vous allez ailleurs, ou bien, et de laisser les gens dans une situation. Moi, franchement, quand j'y vais, parce que j'y vais pas souvent, mais j'y vais, au cimetière de Petit-Bézieux, j'y ai des amis très proches, eh bien, c'est dangereux. Sur la route, c'est dangereux. Il faut créer un parking. Alors, on le fait, où on ferme les yeux, on laisse les bordures, les clôtures en ruine, on laisse l'état déplorable. Non, ça, c'est pas possible, c'est indécent. Ça, c'est notre vision, M. Delru. Oui, mais sachez aussi qu'il n'est pas question de dire aux Brésiliens, aux Petit-Bézieux qui veulent être enterrés à Petit-Bézieux, qu'il n'y aura pas de place. Il y a de la place. Il y a les possibilités. Vous avez regardé au moins le nombre de... Oui, non. Donc, les Brésiliens pourront... Non, il n'y aura pas à dire aux Brésiliens anciens qui tiennent à être là. D'abord, il y en a déjà beaucoup qui ont leur concession. Je connais beaucoup qui ont leur concession. Et en plus, les autres qui arrivent ont de la place. Sachez quand même que les nouveaux, et ceux qui n'ont pas une attache terrible avec une attache forte avec ce cimetière, qui habite Petit-Bézieux comme moi, je serai enterré en Grand-Bézieux, ça ne me dérange pas du tout. C'est Bézieux. Non, mais c'est Il n'y a pas que l'agrandissement avec le nombre de places, c'est aussi que c'est un cimetière qui est très très minéral, qui n'est pas du tout agréable. Et il y avait aussi la volonté d'arborer à l'extérieur pour que le cadre soit beaucoup plus agréable. Donc cette bande tout autour permet aussi d'arborer, et principalement d'arborer ce cimetière qui est vraiment, où il y a très très peu de végétation et qui est vraiment pas agréable. Vous auriez pu faire des clôtures plutôt avec des haies. C'est pas des haies, ce sera des arbres. C'est prévu, c'est prévu, mais il faut avoir terrain. Et la clôture, elle était dans un état tellement déplorable qu'on ne pouvait pas attendre de récupérer le terrain avant de le faire. C'était vraiment une urgence. Donc, pour l'instant, il y a cette clôture qui est faite. Il y a la possibilité de reprendre une bande de terrain pour avoir le parking et sécuriser l'accès. Pour l'instant, c'est vraiment très dangereux. Et arborer le tour du cimetière. Alors, Pascal. Oui, je voulais juste en fait... Pascal, vous voulez ajouter quelque chose? Attends, vous avez une remarque? Non,
Ok, donc Oui, Pascal. je voulais juste revenir sur le fait que vous disiez qu'au cimetière de Petit-Bézieux, il y avait de la place. Où? Vous avez compté toutes les places disponibles? Justement. Alors, les places disponibles, ok. Alors, les places disponibles qui sont occupées actuellement. Peut-être en fait. Il y a des disponibles et des libérés ou libérables. Libérable. Alors, c'est exactement le terme, libérable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas si ça vous a peut-être échappé, mais nous n'avons plus d'ossuaire. Vous le savez, ça, que nous n'avons plus d'ossuaire à Petit-Bézieux. Ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où on libère des places, comme vous dites, d'abord ça a un coût, n'est-ce pas? Et à un moment donné, la procédure fait qu'on exhume et on place en fait les restes dans un ossuaire. Donc aujourd'hui, tant que nous n'avons pas d'ossuaire, nous n'avons donc pas la possibilité de rendre des places libérables. C'est juste ça. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de place libérée ni libérable parce que nous n'avons pas d'ossuaire. Bien sûr. Tout à fait, mais on a dû le fermer. Pourquoi? Parce qu'il était complet. Voilà, c'est juste ça. Donc à un moment donné... Voilà, donc sauf que nous avons... Sauf que nous avons... Alors, si vous me laissez terminer... On écoute Pascal. Si vous me laissez terminer, en fait, l'ossuaire, en fait, aujourd'hui, nous avons des réglementations, je suis désolée de le dire, mais des réglementations, où effectivement, nous sommes obligés de faire une étude, et juste derrière, c'est un ossuaire qui pourra être mis avec le coût bagatelle de 40 000 €. Donc, c'est effectivement quelque chose d'important, qui pour nous, en fait, est de toute façon très important à mettre en place. Mais je voulais juste vous dire qu'aujourd'hui, l'étude est en cours avec la MEL. Nous avons en fait les 40 000 € qui vont être bloqués l'année prochaine pour cet ossuaire. Et à partir du moment où l'ossuaire sera fait, nous aurons la possibilité de libérer les places. Mais jusque-là, on n'a pas la possibilité de le faire. Non, il y aura des places. Et c'est pendant l'année qui va se passer. Et j'espère qu'il n'y aura pas de décès. J'espère aussi. Que les Basiliens qui veulent aller au cimetière de Petit-Bézieux pourront y aller. C'est vérifiable. Oui, que les Basiliens en fait puissent vivre en paix et surtout choisir leur lieu de sépulture, ça c'est vraiment très important. Et puis se stationner en toute sécurité et non pas le long d'une route. Et dans un cadre... et dans un cadre plus agréable. Correct. Voilà un peu la vision que nous avons, nous, des cimetières, monsieur Delru. En tout cas, de celui de Petit-Bézieux, puisque le cimetière de Grand-Bézieux n'est pas concerné, il y a de la place, il a été bien étendu par votre municipalité à l'époque. Il est un peu plus arboré, pas idéalement, mais il est un peu plus arboré. On a simplement dû ajouter un portail, comme on l'a fait, il y avait un portail sur 2 entrées, on a ajouté un portail au cimetière de Grand-Bézieux, et quant au cimetière de Petit-Bézieux, il n'y avait pas de portail du tout, donc là on l'a installé. Voilà, donc on a une vision des cimetières qui est respectueuse des gens qui y reposent, et puis que nous souhaitons également la moins minérale possible et la plus agréable possible. Je tiens d'ailleurs à signaler que depuis la pose des clôtures, et notamment des portails, portails, il s'avère que nous avons, alors je ne dis pas qu'il n'y en a plus et je ne dis pas qu'il n'y en aura jamais plus, mais nous avons beaucoup moins de vols. C'est-à-dire le fait d'avoir fermé les cimetières, en fait, à chaque fois, c'était une obligation, je le rappelle, depuis 2011, qui n'avait pas été réalisée. Nous avons aujourd'hui beaucoup moins de vols, en fait, sur les cimetières. Et les vidéos. Oui, on a une caméra en face. Oui. 2 caméras, une de chaque côté. Voilà. C'est bon? On peut passer au vote? Alors, qui est pour? Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui s'abstient? Ok, 6 contre. Alors, la délibération numéro 15, je vous informe que j'ai reçu de la part de Polo, par courrier, un amendement, une demande d'amendement que je vais vous soumettre concernant cette délibération, dans la mesure où il y avait une coquille, en fait, sur une surface. Le sens de la délibération ne change absolument pas, mais il y avait une coquille sur la surface et une parcelle qui n'était pas la seule concernée. Et je vais vous lire l'amendement tel que Polo me l'a soumis. Vu le plan local d'urbanisme intercommunal, le PLU, de la métropole européenne de Lille,
et notamment la présence de l'outil Habitat L1, identifié comme secteur de mobilisation pour la production de logements, et l'existence d'un emplacement réservé, servitude d'urbanisme permettant de geler le terrain en vue de la réalisation d'un projet d'intérêt général. Considérant que le site dit Wilcom présente un caractère stratégique pour la réalisation d'un programme d'habitat d'intérêt général et répond aux besoins identifiés de la commune en matière de logement diversifié et solidaire. Il est proposé au conseil municipal de décider de reconnaître l'intérêt général attaché à la réalisation d'un programme d'habitat situé en zone UAR1.1 et identifié par l'outil Habitat L1 et un emplacement réservé dans le PAUI. Donc, d'abord, je voulais vous demander donc de vous prononcer sur cet amendement technique si on veut, par rapport à ce que vous avez reçu en annexe correspondante. Y a-t-il des questions déjà sur la modification? Bon, il n'y en a pas. On peut passer au vote? Non, vous avez une remarque? Oui, une question? Non, mais vous faites voter quoi? Je fais l'amendement. L'amendement, c'est la reprise. Oui, mais bon, je souhaite que tout le monde s'exprime sur l'amendement. C'est juste dire qu'il y a des coquilles au niveau de la surface et qu'on est bien sur le RL1. Après, nous allons débattre de ce projet. Hein. Polo prendra la parole. Mais là, c'est compte tenu du fait qu'il y avait une coquille, on a identifié dans ce que vous avez reçu la parcelle OA 2298 pour 6635 m². C'est inexact. Il y en a d'autres. Voilà, c'est tout. Donc cet amendement, je le soumets au vote. Et nous allons débattre, une fois que l'amendement sera voté, du fond du sujet et du détail que Polo prendra. OK? Bon. Qui est pour? C'est l'amendement des plus. Ben alors, non, mais attendez, qui est pour? Attendez, laissez, parce que... Bon. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? On a 4 abstentions. Très bien. Bon. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Polo, qui va vous expliquer un peu la teneur de ce projet, y compris l'amendement, bien évidemment. Donc on parle d'un hectare 27. Voilà, c'est ça en fait. Voilà. Polo, je te laisse la parole. Je vais dire le truc et après je vais présenter le corps. Tu peux venir juste à la fin, il faut qu'on ait le conseil municipal. Ah. Et après tu pourras mettre la charge. Tu veux la délib? Ouais, juste la délib. Tu peux descendre. Ouais, c'est bon. Je vais commencer à partir de considérant que les négociations amiables engagées avec le propriétaire n'ont pas permis d'aboutir à un accord alors même que le projet nécessite la maîtrise foncière rapide du site. Considérant la volonté de la métropole européenne de Lille, compétente dans l'habitat, d'accompagner la commune dans la mise en œuvre du projet et la conduite d'une éventuelle procédure d'expropriation, il est proposé au conseil municipal, et c'est là où il y a la coquille, de décider de reconnaître l'intérêt général attaché à la réalisation d'un programme d'habitat sur la parcelle, c'est pas la parcelle, c'est sur l'ERL L1, parce qu'il n'y a pas qu'une seule parcelle. Qui est au plus, hein, c'est au plus depuis... On a 1 hectare 27, mais il est quand même bien écrit derrière, par l'outil habitat, c'est juste le début qui est une coquille. D'autoriser monsieur le maire à poursuivre, et là c'est important, d'autoriser monsieur le maire à poursuivre, avec l'appui de la métropole européenne de Lille, les démarches amiables en vue de l'acquisition de cette parcelle. Donc, on n'est pas en train de voter l'expropriation, on est en train de voter l'intention de lancer les procédures. Il y a encore des négociations qui peuvent être en cours avec le propriétaire. Et si jamais on ne trouve pas de terrain d'entente qui convienne à la mairie et au propriétaire, d'autoriser monsieur le maire, à défaut d'accord amiable, à engager conjointement avec la mairie une procédure d'expropriation comprenant la demande d'ouverture des enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique et parcellaire, la mise en œuvre des démarches administratives et judiciaires prévues par le Code de l'expropriation, toute notion nécessaire permettant de garantir la maîtrise foncière du site, d'autoriser M. le maire à signer tout acte ou document nécessaire
à l'exécution de la présente délibération, y compris les conventions de partenariat ou de délégation avec la mairie. De dire que les crédits seront prévus au budget. Alors là, j'ai mis un petit PowerPoint juste pour rappeler les outils du PLU actuellement sur ce foncier et ce qui est attendu, le cahier des charges. Et c'est à partir de ça... Ça, c'est le plus. Hein. C'est à partir de ça que les négociations sont en cours ou vont redémarrer avec le propriétaire. Donc le RL, on l'a bien à côté. Donc il n'y a pas qu'une seule parcelle, il y a plusieurs parcelles. On a 1 hectare 27. Donc petit rappel sur le PADD, on avait demandé à l'époque, il y avait une seule emprise complète avec l'emprise en 1. On avait demandé de détacher les deux pour que l'un ne gêne pas l'autre dans la réalisation. Et donc, on parle bien de la partie L1 qui part ici. Là, qui s'arrête là, ici, et là. Donc, sur cette ERL1 inscrit au plus 3 et qui était au plus 2 à l'époque, pour la totalité, c'était 80. On a laissé 60 sur L1 et 20 sur L2, donc on n'a pas modifié les chiffres. Donc on a de 50 à 60 logements, dont au moins 60% de logements sociaux. Donc là, par contre, on a modifié parce qu'on est à 40% de logements sociaux. Les surfaces planchées destinées à d'autres usages que l'habitat seront autorisées en comptabilité avec le zonage en vigueur au plus. Donc là, c'est aussi ce qu'il y a sur le RLL1. Et sur une surface d'un hectare 27. Donc le cahier des charges, on l'avait déjà exposé quand on a fait une réunion publique sur les modifications du PADD. 60 logements maximum, dont 36 LLS, résidences seniors comprenant 6 à 10 logements adaptés à Octave. Octave, c'est logement senior ou PMR. Donc, c'est des logements adaptés c'est la MEL qui finance ce type de programme. On peut aller jusqu'à 6 à 10. Un accès en forme de parcelle pour les logements situés rue Louis de Fontaine. À l'époque, j'ai relu la délibération 2018, c'était déjà inscrit dans la délibération de 2018 qu'il y avait une demande des propriétaires d'avoir un accès en forme de parcelle, donc ça fait partie toujours du cahier des charges. Accès sécurisé à l'entrée et à la sortie du programme, c'est important. C'est très important. Une sortie rue Louis de Fontaine, c'est problématique. Oui, non, c'est pas possible. Donc, une entrée, c'est peut-être envisageable, mais une sortie, non. Il ne faut pas reproduire la ferme, la rue du centre avec la ferme. Ouais. Et là, c'est pas le même nombre de logements en plus. Il fallait créer un autre programme pour donner une sortie à ce programme. Donc là, il faut qu'on le gère dès le départ. Inenvisageable. Le programme soit sécurisé dès le départ. Ouais. Et comme il a indiqué ici dans le plus, on peut ajouter des commerces en façade du projet qui répondraient à l'étude de centralité et aux commerces qui ont été rajoutés sur le projet Gare de Fuy. Y a-t-il des remarques, des questions? Personnellement, moi, j'ai vu l'incohérence de la délibération. Mais c'est pour ça qu'on vient dessus. C'est un peu dommage quand même, parce que on est fixé sur cette incohérence. Alors, pour rappel, quand même, on ne signe pas l'expropriation, on signe l'intention de lancer la procédure. Et encore une fois, le premier point de l'intention, c'est les négociations. C'est écrit. Là aussi, le premier point, c'est... Alors, c'est le premier point. Les démarches administratives. Si vous lancez le premier point, puis après... Je reprends d'autoriser monsieur le maire à défaut d'accord amiable. Il suffit d'écouter ce qui est écrit. À engager conjointement avec la MEC une procédure d'expropriation. Donc, autoriser monsieur le maire à défaut d'accord amiable. Ça veut dire qu'on ne revotera pas. Si, bien sûr. Bien sûr, on autorise monsieur le maire à le faire. Donc... Oui, mais on présente quand même en conseil municipal le projet qui a été défini. Il faut l'écrire. Écrivez ça. Écrivez-le. Ça sera Avec le On peut l'écrire. Tout à fait. Tout à fait. Sur les 6 ans que j'ai réalisés, on verra plus tard, mais tous les projets ont été présentés en réunion publique. Tous les projets ont été validés en BA avant que ça se tienne les permis de construire. Au niveau de la transparence, c'est le plus transparent. Ah bah alors oui, complètement. Le PADD était présenté en réunion publique, les vérifications du PADD.
si ça permet d'être transparent avec vous, moi je C'est obligatoire, mais c'est pas un problème de fond. Il n'y a pas de souci avec ça, moi je l'écris. On ne peut pas donner en Je vous confirme, ça sera écrit que c'est une autre grille pour l'expropriation avec le dossier vérifié. Il sera définitif. Ça me semble que Là, on s'est terminé. J'ai pas de souci. Moi, je suis pour la transparence, donc j'ai pas de souci avec ça, donc on peut l'écrire et je reviendrai pour présenter le projet. Et ce qu'on a prévu sur le site, si ça correspond à ça, et si ça évolue en fonction des négociations avec le propriétaire. Et je reviens pour présenter le sujet. Parfait, ben alors à ce moment-là, on peut passer au vote. S'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, c'est clair pour tout le monde? Le plan, tout le monde le connaît. Donc alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, il reste donc un certain nombre de... En finance, ce qui a été présenté donc à la commission, finance, dont fait partie, voilà. Donc, modification du règlement budgétaire et financier, à la délibération numéro 16. Donc, c'est purement technique. Considérant la mise à jour de l'instruction budgétaire et comptable M57, auquel nous avons adhéré il y a maintenant, je crois, 2 exercices, tome 2, applicable au 1er janvier 2025, considérant la recommandation de préciser la gestion des crédits de paiement, les CP, en fin d'exercice, il est proposé au conseil municipal, je vais donner quelques explications après, que j'ai données en commission, d'ajouter le paragraphe ci-dessous, que je vais vous lire, au chapitre 3-4 du règlement budgétaire et financier, en l'occurrence. La phrase qui va être ajoutée, bien sûr, avec la bénédiction de la DGFiP. En fin d'exercice, les crédits de paiement non consommés ont vocation à tomber automatiquement. Néanmoins, l'instruction budgétaire et comptable M57, dans sa version du 1er janvier 2025, tome 2, précise et conseille d'adopter des règles de report des crédits de paiement. En ce sens, les crédits non consommés, en fin d'exercice N, seront automatiquement reportés sur N+1, afin de pallier un retard dans l'exécution des travaux ou solder des programmes en cours. Tout simplement, si on ne le fait pas, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons des opérations en cours qui sont deux belles opérations, qui sont les espaces loisirs et l'espace nature, donc l'aire intergénérationnelle et puis l'espace pédagogique de nature, qui sont tous les deux sur environ 5000 m², à côté de SR. Donc pour des raisons diverses et variées, le démarrage des travaux ne s'est pas fait aussi rapidement que nous le souhaitions. On a perdu un peu de temps au démarrage. Aujourd'hui, les travaux sont lancés, se passent plutôt bien. Ça va même un peu plus vite que prévu. Mais enfin, en tout cas, pour l'instant, je touche du bois, ça continue à bien se passer. Mais dans tous les cas, ne seront pas soldés à la fin de l'année, ça c'est sûr. Donc, soit on reste comme aujourd'hui, et il faudra tout remettre à plat pour revoter en début d'année, même si on a une possibilité, parce qu'il s'agit d'investissement, de partir sur 33% et non pas 25%, parce que c'est de l'investissement, ça ne va pas suffire. Donc là, en faisant cette petite pirouette qui est autorisée par le comptable, eh bien, ça nous permettra de déporter en 2026 le solde, les crédits de paiement. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est donc c'est purement technique. Pas de questions? Enfin, ça n'avait pas suscité de questions lors de la commission non plus, d'ailleurs. Bon, donc on va passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La délibération numéro 17. C'est la décision modificative numéro 3 que vous avez reçue en annexe 9, considérant que le budget primitif de l'année 2025, adopté le 3 avril 2025, prévoit et autorise les recettes et dépenses pour le présent exercice budgétaire, considérant qu'il y a lieu de prendre en compte des ajustements de crédits en recettes et en dépenses d'investissement, c'est le transfert de
notamment de la valeur vénale du terrain du CCAS vers la commune. Ça a été exposé en commission. Il est proposé au conseil municipal de modifier le budget suivant la décision modificative que vous avez reçue en annexe. Avez-vous des questions? Il n'y en a pas. Ah ben oui, ça, je m'en doutais. Ça, c'était évident. Donc, nous passons au vote. Qui est pour? Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et qui s'abstient? La délibération numéro 18, les finances locales, ça c'est tout à fait technique et habituel. Autorisation d'engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget définitif. Considérant que les règles de la comptabilité publique permettent, avant le vote du budget d'une année N, et sur autorisation du conseil municipal d'engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits inscrits à la section investissement du budget de l'exercice N-1, et que les dépenses correspondantes devront être reprises dans le budget primitif de l'année N, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire sur la période du 1er janvier 2026 à l'adoption du budget primitif 2026 à engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement à hauteur de 25% des crédits inscrits au budget 2025, non compris les budgets afférents au remboursement de la dette. Ce que l'on fait depuis maintenant, c'est la 6e fois qu'on le fait, hein, ça a toujours été fait. Bon. Il n'y a pas de questions, je suppose. Donc on va passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Et pour terminer, donc, finances locales, le tarif des cimetières, en annexe 10, Pascal, je vais peut-être te donner la parole, que vous avez reçu en annexe 10, pardon. Oui, considérant qu'il convient de procéder à la revalorisation des tarifs des cimetières de la commune au titre de l'année 2026, afin de permettre leur entretien de continuer à offrir un service de qualité, il est proposé au conseil municipal d'adopter la grille tarifaire ci-jointe annexée, annexe 10, et d'acter l'entrée en vigueur des tarifs à compter du 1er janvier 2026. Juste préciser que c'est une augmentation de 2%. Voilà. Y a-t-il des questions? Non. Bon. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Donc, vous avez eu connaissance des décisions au nombre de 4 ou 5. Virement de crédit que vous avez reçu en annexe 11, ajustement des provisions pour créances douteuses, signature d'un contrat d'hébergement et de maintenance des logiciels de la bibliothèque, signature d'un contrat d'abonnement pour logiciel Coloris pour le vote, hein, pour le Coloris, c'est le vote. Appel à cotisation, la marque au fil de l'eau et la signature d'un contrat d'entretien des réseaux d'extraction en cuisine pour l'école Paul-Émile Victor. Y a-t-il des questions sur ces décisions du maire? Une question, monsieur Derlu. Une remarque. Vous donniez les montants des marchés, parce que vous passez plusieurs marchés, tout ça. Là. Il n'y a aucune somme. C'est intéressant de voir les montants. On peut rajouter un article. On le rajoutera. Pas de problème. Bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, si on peut clôturer ce conseil municipal. Le prochain conseil municipal devrait se dérouler le 3 mars. 3 mars. Bon. Oui. Potentiellement. À voir. Mais il faut qu'on doit encore valider. On valide. Pour l'instant, vous pouvez noter ça dans vos tablettes. Oui.